On va parler aujourd'hui de René Girard, un penseur qui a porté un regard, disons, radicalement nouveau sur la nature humaine. Et s'il existait une théorie qui expliquait tout, de nos plus belles créations à nos pires violences, tout ça à partir d'un seul et même mécanisme caché. C'est ce qu'on va explorer ensemble. Alors, pour commencer, une question toute simple, en l'apparence, pourquoi est-ce qu'on désire ce qu'on désire? Cet emploi en particulier, cette voiture, ce genre de partenaire, d'où ça vient, au fond? Eh bien, selon Girard, la réponse est beaucoup plus étrange et bien plus importante qu'on pourrait le croire. Bon, rentrons dans le vif du sujet. Tout part d'une idée qui peut paraître un peu folle au début. La plupart de nos désirs, eh bien, ils ne viennent pas de nous. En fait, on ne fait que les copier. C'est ce que Girard appelle le désir mimétique. L'idée, c'est que ce n'est jamais une ligne droite entre nous et l'objet qu'on veut. Non, c'est toujours un triangle. Il y a nous, il y a l'objet, et surtout, il y a une autre personne, un modèle qu'on imite. En fait, on ne désire pas vraiment l'objet, on désire ce que l'autre désire. C'est son désir qu'on copie. Pour que ce soit bien clair, il faut faire une petite distinction. D'un côté, il y a l'appétit. Ça, c'est simple, c'est biologique. Avoir faim, avoir soif, c'est direct, ça vient de nous. Mais le désir, lui, c'est autre chose, c'est social. On n'a pas juste envie de manger, on a envie d'aller dans ce restaurant précis, celui dont tout le monde parle. Vous voyez? L'appétit, il vise l'objet. Le désir, lui, il vise toujours le modèle. Et attention, ça touche absolument tout le monde, même les plus grands génies. Girard raconte une anecdote géniale sur sa visite à Picasso. Qu'est-ce qui travaillait le grand Picasso? Son art? Non. Ce qui l'obsédait, c'était que son rival, Matisse, produise exactement le même nombre de chefs-d'œuvre que lui. Ils étaient devenus des modèles et des rivaux l'un pour l'autre. Leurs désirs s'alimentaient mutuellement dans une compétition sans fin. Mais évidemment, ce petit jeu de l'imitation n'est pas sans conséquence. Il est même potentiellement explosif. Parce que se passe-t-il quand tout le monde se met à imiter les désirs des autres et à vouloir la même chose? Eh bien, Girard décrit une escalade presque mécanique. Ça commence par l'imitation. Mais très vite, si l'objet est unique, la personne qu'on admirait devient un obstacle, un rival. Et là, l'objet lui-même perd de son importance. Ce qui compte, ce n'est plus avoir l'objet, c'est de battre le rival. Et quand ce schéma se propage, c'est comme un virus. Toute la société est aspirée dans une crise de violence généralisée. Et voilà le résultat final de cette spirale mimétique, et c'est absolument terrifiant. La violence devient indifférenciée, c'est-à-dire que toutes les règles, toutes les hiérarchies, tout ce qui fait une société, tout ça s'effondre. Il ne reste plus que des clones qui se battent les uns contre les autres. C'est le chaos total. Alors là, on est face à une question fondamentale. Si notre tendance naturelle à l'imitation nous conduit tout droit à l'autodestruction, comment est-ce qu'on a fait pour survivre ? Comment les premières cultures humaines ont-elles bien pu naître? C'est ici que la théorie de Girard devient vraiment vertigineuse et aussi assez dérangeante. La solution, selon lui, se trouve dans un acte de violence pure qui, paradoxalement, va ramener la paix. C'est le fameux mécanisme du bouc émissaire. Imaginez le chaos total, la guerre de tous contre tous. Eh bien, à son paroxysme, toute cette violence va, de manière complètement spontanée, converger vers une seule et même personne. La foule, maintenant unie dans une haine commune, va la désigner comme seule responsable de la crise et la tuer. Et là, miracle. Ce meurtre collectif expulse la violence et la paix revient. Attention, cette victime n'est jamais vraiment choisie au hasard. Elle a ce que Girard appelle des signes préférentiels. C'est souvent quelqu'un qui est un peu en marge du groupe, un étranger, une personne avec un handicap, quelqu'un de différent. Ces signes en font la cible idéale sur qui projeter toute la haine. Et le point le plus important, la foule est absolument convaincue que la victime est coupable. C'est cette unanimité qui fait fonctionner le mécanisme. Cet événement est tellement marquant, tellement puissant, qu'il va devenir la pierre angulaire de la culture. Pour éviter que le chaos ne revienne, on va créer des rituels qui sont en fait une façon de rejouer cette violence originelle, mais de manière contrôlée. Et les mythes, ce sont les récits de ce meurtre fondateur, mais toujours racontés du point de vue des meurtriers, où la victime est bien sûr présentée comme coupable. Mais alors, à un moment donné de l'histoire, quelque chose va tout changer. Girard a identifié une rupture radicale entre tous les mythes anciens et les textes bibliques, en particulier les évangiles. La différence est juste saisissante. D'un côté, on a les mythes. C'est toujours l'histoire racontée par la foule, par les lyncheurs. La victime est coupable, point. La violence était donc justifiée. Et de l'autre côté, on a les évangiles. Et là, pour la toute première fois, on nous raconte la même scène de lynchage collectif, mais du point de vue de la victime, qui est, elle, proclamée innocente. Le texte ne cache plus le mécanisme, il le révèle au grand jour. Girard le résume lui-même de façon très directe. En gros, on passe d'un monde qui justifie ses violences en croyant à la culpabilité de ses victimes, à un monde qui commence à reconnaître leur innocence. Pour Girard, cette révélation est tout simplement l'événement le plus important de l'histoire humaine. Bon, mais alors qu'est-ce que ça implique pour nous aujourd'hui? Qu'est-ce qui se passe une fois que ce terrible secret de fabrication de nos sociétés est révélé? C'est là que tout se joue.
Le mécanisme du bouc émissaire, pour marcher, a besoin d'être inconscient. Il faut que tout le monde croie dur comme fer à la culpabilité de la victime. À partir du moment où on sait que c'est une machination, que la foule a tort et que la victime est innocente, eh bien, ça ne marche plus. La machine sacrificielle est cassée. Et ça, c'est exactement notre situation dans le monde moderne. On a perdu cet outil ancestral, inconscient, qui nous protégeait de nos propres conflits. Alors oui, on est plus soucieux de la justice. Mais le revers de la médaille, c'est qu'on est aussi beaucoup plus vulnérable à la spirale de la rivalité mimétique. Nos conflits peuvent monter, sans qu'on ait cette vieille soupape de sécurité pour les arrêter. Ce qui nous amène à une question finale et franchement vertigineuse. Si Gérard a raison, si on a nous-mêmes saboté ce vieux mécanisme qui nous protégeait de notre propre violence, comment on fait maintenant ? Comment est-ce qu'on gère nos rivalités dans un monde qui sait ou qui devrait savoir que le bouc émissaire est toujours innocent ?